Bienvenue dans cette vidéo, je vais te parler du lien qu'il y a entre le burn-out et les femmes. Je m'appelle Issa Nawash, depuis plus de 10 ans, j'accompagne des personnes, des femmes et des hommes à développer leur posture, je donne des formations en communication interpersonnelle, je travaille tout ce qui est en lien avec le leadership et je suis également autrice de différents ouvrages. J'ai pu constater qu'il y avait vraiment une propension plus importante chez les femmes à tomber dans le burn-out. Et ce n'est pas que moi qui le dis, il y a différentes études qui le démontrent. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, comment ça se fait qu'il y a ce phénomène et comment est-ce que toi, tu peux éviter de tomber dedans. Sais-tu que 70% des arrêts en burn-out sont liés à des femmes? Donc, ce sont des femmes qui sont essentiellement, qui tombent en burn-out. Ici, ce sont des chiffres pour la France et la Belgique. Et ce n'est pas juste un phénomène de mode, ok? Parce que c'est vrai que on entend trop souvent, je pense aujourd'hui, le mot burn-out pour parler tout simplement quelquefois d'épuisement, mais le burn-out, c'est vraiment une maladie. C'est quelque chose qui est extrêmement grave quand ça arrive et quand on n'a pas pu le prévenir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le prévenir, ok? Donc concrètement, déjà, il faut comprendre que le burn-out, ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas uniquement de la fatigue, ok? Donc on peut être très fatigué, on peut être même épuisé, mais ça ne veut pas dire qu'on est en burn-out. Donc ça, c'est aussi, voilà, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de médecins mettent des certificats médicaux en disant oui, la personne burn-out, etc. Mais le burn-out, j'ai vu des personnes qui sont tombées en burn-out, c'est concrètement leur corps, il est tellement épuisé qu'en fait le corps n'obéit plus à l'esprit. C'est-à-dire que tu demandes à ton corps de se lever, ben en fait ton corps il va pas se lever. Ok? Donc ton corps est épuisé. Pourquoi? Parce que ton corps lui a donné euh, suffisamment de signaux, ton corps a donné tellement de signaux à ton cerveau que ton cerveau a ignoré parce que tu as continué à agir, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, le corps, il reprend possession il reprend ses droits en quelque sorte sur toi et il ne bouge plus. Donc le burn-out, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. J'ai vu des personnes, je me rappelle d'ailleurs, à l'époque, on n'en parlait pas encore beaucoup, c'était il y a 15 ans, dans la boîte dans laquelle j'étais, il y avait un directeur financier qui était tombé en burn-out et le mec, il bossait à fond. Et c'est justement ça le problème, c'est qu'il bossait trop. Alors, c'est aussi une combinaison de facteurs. C'est rarement que professionnel. Il y a également, voilà, des choses qui se passent en général au niveau privé qui fait qu'on tombe dedans. Mais donc, c'est important déjà de se dire que la fatigue est un signal, si on n'agit pas dessus, de possible burn-out, mais ce n'est pas un burn-out. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Moi-même, je l'ai ressenti. Ok, moi, je travaillais à un moment donné à l'étranger. Je me rappelle, j'ai travaillé à Budapest. C'était il y a combien de temps? Il y a 14, 16 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis. J'avais arrêté le sport parce que j'étais tellement débordée, j'avais tellement de charges au travail que je n'arrivais plus à faire mon sport. Je ne faisais plus non plus mes activités artistiques que j'ai l'habitude de faire ici. Je faisais du théâtre, du piano, de la peinture. Et j'étais aussi loin de mon chat, en plus de mes parents, ma famille, tout ça. Et à un moment donné, je me rappellerai toujours de ce moment où je suis sortie sur la neige, mais il faisait glacial, et je suis partie me balader parce que, en fait, j'avais complètement pété un câble. En fait, j'étais dans un environnement professionnel où tout le monde se tapait dessus. Vraiment, c'était assez infernal. Moi, je n'avais plus mon ancrage, j'étais perdue. Et le corps a commencé à m'envoyer des signaux, je commençais à faire des insomnies, ça allait pas du tout. Et c'est vraiment ce moment-là où je suis sortie dans la neige elle m'arrivait au niveau des hanches, je suis sortie et j'ai marché et j'ai pas eu froid. Et là, quand je suis revenue, je me suis dit, mais en fait, là, il y a un vrai problème. Là, en fait, si t'agis pas, tu vas tomber en burn-out. Ça, c'est typiquement le genre de déclencheur. Et ce qui était assez beau là-dedans, c'est que quand j'ai décidé d'aller courir, de refaire mes sports, d'arrêter de travailler à une certaine heure, de dormir, j'avais commencé à faire aussi des cours de peinture là-bas, j'avais été chercher en me disant, voilà, j'ai besoin de quelque chose où je peux me dépenser. Et ben en fait, je travaillais encore mieux. En fait, j'étais beaucoup plus efficace, j'étais beaucoup plus productive et j'étais surtout beaucoup plus créative et évidemment beaucoup plus heureuse que quand je faisais que bosser. Donc en fait, quelquefois, croire que les horaires de travail déterminent en fait la productivité, c'est un leurre et surtout sur le long terme, on ne tient pas. Ok, on peut tenir avec du stress assez intensif pendant une certaine période, mais on ne tient pas sur le long terme avec le stress. Ok, donc ça c'est aussi quelque chose. Le stress, en fait, il y a une espèce de courbe du stress. Ok, et donc le stress, quand il monte, typiquement, ben tu as ton train à prendre, il te reste 10 minutes, ben tu cours, ok, ça va. Mais une fois que tu es là, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes quand tu es à la gare, tu t'arrêtes quand tu es dans ton train. Mais si toute la journée tu fais courir,
en fait, à un moment donné, ton corps, il va lâcher, il va plus tenir, ok? Et alors, un autre chiffre, il y a plus de 44% de burn-out en 5 ans en Belgique, donc c'est vraiment quelque chose qui monte. Et en France, il y a une femme cadre sur 2 qui est à risque de burn-out. Okay, donc, de nouveau, quand on est à risque de burn-out, c'est là qu'il faut agir. Après, ça devient très compliqué. C'est un phénomène donc, qui touche plus les hommes, les femmes que les hommes. Je ne souhaite pas non plus ça aux hommes, mais donc dans les personnes qui ont les burn-out, eh ben, on a 68% de femmes et 32% d'hommes. Donc ça touche plus. Pourquoi? C'est pas parce que les femmes font que travailler, ok? C'est pas donc c'est là où on voit que d'ailleurs c'est pas que professionnel. Et donc ce qu'il faut se dire quand même, c'est que si tu te sens concerné par le burn-out, ben en fait, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Donc, quand on voit les statistiques en France, une femme sur 2. Donc, franchement, tu n'es pas seul à ressentir ça. Donc, ça, déjà, il faut aussi pouvoir se décomplexer par rapport à ça, pouvoir en parler et se dire, OK, comment est-ce que je peux agir pour aller mieux? Parce qu'en fait, ça ne me concerne pas que moi. Alors, pourquoi est-ce que les femmes sont plus touchées? Pourquoi, concrètement? Alors, il y a différents phénomènes. Alors, il y a ce qu'on appelle évidemment la charge mentale et le deuxième shift. Ok, donc concrètement, les femmes s'occupent plus des tâches domestiques qui ne sont pas rétribuées. Elles s'occupent plus généralement de leur famille, de leurs parents, de la dynamique familiale, de la dynamique logistique aussi, les enfants, l'éducation, les rendez-vous médicaux. Il y a l'éducation, le fait de refaire les devoirs, etc. Donc c'est c'est pour ça qu'on appelle ça le deuxième shift, c'est-à-dire que les femmes, quand elles rentrent du travail, elles ont encore un autre travail qui les attend. Heureusement, ça évolue. De plus en plus d'hommes s'impliquent aussi dans l'éducation des enfants, contribuent à la charge du foyer. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'en fait, quand on a une répartition financière qui n'est pas équitable, attention, pas égalitaire, mais pas équitable, c'est-à-dire que s'il y a une personne dans le couple qui s'occupe plus du travail qui n'est pas rémunéré, et que l'autre ne partage pas son gain financier supplémentaire, on a un déséquilibre qui se crée. Okay, donc concrètement, quand on a 2 personnes qui travaillent et que chacune met en fait son salaire sur la table, mais qu'il y en a une qui a un travail en plus qui n'est pas rémunéré, ça crée un déséquilibre. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir ajuster en fait, et chacune organise en fait son couple et son foyer comme elle le veut, mais il faut pouvoir avoir un équilibre par rapport à ça, une justice en fait tout simplement par rapport à ça. Et donc aujourd'hui les femmes s'occupent beaucoup plus du foyer, mais financièrement c'est souvent réparti de manière 50-50, de 50-50, qui est absolument inégalitaire. Et ensuite, on a aussi des impacts sur la pension, etc., où les femmes vont se retrouver avec moins de pension parce qu'elles ont moins cotisé, mais elles ont autant contribué à la dépense financière du foyer. Et donc là, on est quand même dans un déséquilibre. Et donc, il faut quand même avoir conscience du fait que s'occuper d'un foyer, s'occuper des enfants, c'est aussi un travail qui mérite d'être visibilisé. Donc, il y a aussi le perfectionnisme et le besoin de faire bien. Alors là, mesdames, ça, c'est à vous de travailler sur vous, ok? Donc, j'entends plein des femmes qui me disent oui, mais mon mari, quand il fait le linge, il le fait pas bien, alors je le fais. Oui, mais quand il fait les devoirs des enfants, il les fait pas bien. Oui, mais les courses, il fait n'importe quoi, il achète tout cher, alors du coup, c'est moi qui y vais. Alors concrètement, ça ne va pas, ok? Donc, si on est dans cette logique de répartition des tâches, il faut accepter que la personne fait les tâches comme elle pense que c'est bien. Et si il prend, je sais pas, le verre dans le lave-vaisselle et qu'il le met à un endroit et toi tu trouves que c'est pas le bon endroit, à un moment donné, lâche prise en fait, tout simplement lâche prise. Parce que à force, et ça on entend beaucoup d'hommes dire, ouais écoute, de toute façon, quoi que je fasse, elle critique, alors autant ne rien faire. Et comme ça, elle va critiquer le fait que je fais rien et au moins je serai tranquille. Ok, c'est pas complètement démentiel comme raisonnement, hein, parce que c'est vrai, si de toute façon il va se faire critiquer, autant rien faire, il se fera critiquer, mais au moins il fera rien en fait tout simplement. Et donc il y a aussi ce côté-là qui est beaucoup plus féminin, ce côté un peu contrôle fric, ce côté perfectionnisme, ce côté on veut tout contrôler, on veut tout bien faire, et du coup on a du mal à déléguer et on a du mal à laisser les autres prendre aussi une place. Il y a également le manque de reconnaissance. Typiquement, le fait que, quand je parlais tout à l'heure du travail invisibilisé, on se rend pas forcément compte quand on le fait pas de la charge que c'est, de devoir prendre rendez-vous chez le pédiatre, chez l'ortho, chez la logopède, d'amener les enfants au sport, etc. Et donc du coup, il n'y a rien à faire. L'être humain a besoin de reconnaissance. En fait, en tant qu'être humain, on a envie, on aime bien qu'on nous dise merci, on aime bien qu'on nous dise c'est bien ce que tu as fait,
Et donc, ça permet souvent et ça je le vois, mais c'est vraiment un truc de dingue. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte le pouvoir du merci. Le pouvoir du merci, le pouvoir de la reconnaissance, ça permet souvent à des personnes qui ont fait beaucoup, en fait, finalement, d'être super satisfaites, même si on ne le fait pas toujours pour le besoin de reconnaissance, mais on en a besoin. Et tous les êtres humains ont ce besoin de reconnaissance. Et puis, il y a les injonctions contradictoires. Okay. Donc concrètement, on dit aux femmes qu'il faut travailler, on dit aux femmes qu'il faut s'occuper de leurs enfants, on dit aux femmes qu'il faut pas être trop carriériste, parce que en fait, trop carriériste, ça veut dire que t'es pas une bonne mère, t'es pas une bonne épouse, et puis quoi, tu es matérialiste, tu veux de l'argent, et puis en même temps, attends, mais tu vas quand même pas être femme au foyer, enfin c'est quoi ça, et puis du coup, quoi, t'es à la charge de ton mari, et donc on est aussi dans des injonctions assez contradictoires où contrairement à un homme qui peut facilement avoir une belle carrière et accepter totalement ses imperfections, les femmes ont ces injonctions sociétales, familiales, culturelles, qui vont les ramener en fait à des choses assez différentes. Une participante qui me racontait que sa belle-mère lui demandait pourquoi elle mettait pas tout son salaire, qu'elle le donnait pas à son mari, enfin qu'elle le mettait pas ensemble, et elle disait mais en fait moi je m'occupe plus des enfants, donc c'est normal que je gagne une partie pour moi, et la belle-mère disait bah non, c'est normal, et donc on est quand même dans un truc où oui mais attends, enfin tu veux quoi? Si je m'occupe plus des enfants, bah oui, je gagne moins, et du coup, je préfère mettre un peu d'argent de côté pour moi, ce qui n'est pas démentiel parce qu'elle sait qu'à la retraite, ou si elle tombe au chômage, elle aura pas grand chose. Et donc, là aussi, c'est, oui, mais attention, c'est quand même pas, ou une autre participante, elle me racontait que dans sa famille, il était choqué que le mari faisait la vaisselle. Il disait, mais en fait, moi, je travaille. Et moi, justement, elle était à égalité avec son mari financièrement, et donc elle disait attends, on voit pas pourquoi je vais faire plus à la maison alors qu'on ramène le même argent, et elle ramenait même plus. Et elle dit et moi je compte pas, donc je m'en fous, mais il faut pas me demander de faire plus, et c'est normal qu'il fasse la vaisselle, il n'y a pas de mal à ça. Et donc on va pas être choqué que la femme contribue financièrement, mais on va être choqué que l'homme contribue au ménage et aux soins domestiques et aux enfants, etc. Okay, donc là aussi on a pas mal d'injonctions contradictoires, et là à nouveau c'est à vous, mesdames, de vous en défaire. Je pense que vraiment, il ne faut pas attendre à ce que la société change. C'est à vous de vous défaire de ça et pouvoir assumer en fait vos choix, assumer et trouver votre équilibre dans votre couple, votre équilibre dans votre travail, votre équilibre dans votre vie à vous-même qui vous convient, et de se défaire de tout ça. C'est vraiment votre responsabilité de le faire. Hein. Et puis le non, ça c'est le truc qui revient souvent. On dit pas non, on dit pas assez non, on n'arrive pas à dire non. Et puis on dit oui, oui, oui. Puis après on pète un câble parce que c'est trop, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là de nouveau, c'est votre responsabilité de pouvoir en fait poser vos limites et le faire de manière assertive, de le faire de manière posée, calmement, et de pouvoir dire non simplement quand ça ne vous arrange pas, quand vous ne pouvez pas. Et ça, c'est de nouveau une question de responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de la personne qui vous demande, c'est votre responsabilité d'accepter ou de ne pas accepter. Alors, ce que j'ai observé et vécu, ok? Donc, ça fait, comme je disais, des années que j'accompagne des personnes de tout horizon. J'ai la particularité de travailler dans le social, dans le public, dans le privé, avec des petites et des grandes entreprises. Et j'ai remarqué qu'en effet, les femmes avaient cette tendance à ne pas poser leurs limites et à tellement prendre sur elle qu'à un moment donné, elle s'effondre. Mais le truc, c'est que quand une femme s'effondre, quand une personne de manière générale s'effondre, mais surtout quand elle porte beaucoup, quand cette personne porte beaucoup, en fait, c'est tout son environnement qui s'effondre avec elle. Les enfants, la famille, le travail, c'est tout un équilibre qui s'est bâti sur ses épaules qui s'effondre. Et donc, personne n'a intérêt à ce que qui que ce soit s'effondre autour de soi. Okay? Parce que, comme je disais, le burn-out, c'est chaos, chaos, chaos. Par exemple, j'avais une participante l'an passé, elle était en train d'essayer de sortir du burn-out, et elle me disait à un moment donné, tout le monde autour d'elle empâtissait, elle se rendait compte, et on revient à la question de la reconnaissance, de tout ce qu'elle faisait, parce qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus. Mais c'était radical, et c'est ça le souci, c'est que c'est radical. Donc c'est pour ça qu'il faut en fait travailler sur soi pour ne pas y arriver. Il ne faut pas y arriver, c'est parce que ça demandera beaucoup plus d'efforts de remonter la pente que ça ne demande d'efforts de vivre dans un équilibre qui est beaucoup plus sain. Ça, il faut vraiment le garder en tête. C'est même une question d'efficacité. C'est bizarre à dire, mais c'est pas efficace de tomber en burn-out. Ok? C'est mieux de prévenir le burn-out. Alors, quelques signaux rouges
Et vous pouvez le voir pour vous, mais aussi pour les autres. Et je pense que c'est important de pouvoir déceler ça chez quelqu'un. Moi, des personnes, je les vois, je dis, oula, attention, toi, si tu continues comme ça va pas aller, il faut que tu fasses une pause. Quand on se réveille et qu'on est déjà épuisé, qu'on n'a plus de sommeil réparateur, ok, si vous vous réveillez, vous êtes déjà épuisé, c'est déjà un signal. Qu'on devient super irritable. On s'énerve pour rien. On se demande pourquoi on fait les choses, on n'a plus de sens. On ne voit plus le sens des choses. On est ennuyé. Okay, tout nous énerve, on est fatigué tout le temps. Donc, et souvent, le corps aussi s'exprime. Mal de dos, mal de nuque. Aussi, quelquefois, on a des tendinites qui se mettent au poignet. On s'endort. Il y a pas mal de choses qui viennent et notre corps s'exprime vraiment en nous donnant ces signaux. Ce qu'il faut faire pour pouvoir justement essayer d'en sortir, c'est par exemple de nommer sans minimiser. Donc dire ce qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire, dire quel est le problème, dire quelles seraient les solutions sans minimiser. Sans dire par exemple, oui, moi, oui, c'est vrai que je fais ça, mais c'est pas grave, c'est vite fait. Non, ok, il faut dire ce qu'on fait sans minimiser. Et puis identifier ce qu'on fait par peur, peur des autres, peur du jugement, peur des préjugés, plutôt que par choix. Et puis aussi, regarder où est-ce que tu dis oui alors que ton corps, il dit non. Quelquefois, notre corps, il nous parle, il nous dit non, ne va pas là, et on y va quand même. Et puis surtout, accepter qu'on a le droit de ne plus tout porter et qu'on peut déléguer et que ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut pas dire qu'on ne sert plus à rien, parce que ça aussi, c'est un truc qui revient souvent, c'est oui, mais à quoi je vais servir alors que non, on a le droit de ne pas devoir tout faire. On reste unique. On reste unique dans ce monde. On reste nécessaire aux gens qu'on aime et qui nous aiment. On reste nécessaire au travail. Donc, cette peur un peu de ne plus être utile et qu'on puisse se débarrasser de nous, en fait, ça, c'est aussi un manque de confiance en soi. Et donc, c'est une illusion, c'est une pensée aussi qu'il faut combattre, en fait, parce que ça vous réduit ce genre de pensée. Alors moi, j'accompagne donc des différentes femmes, certaines qui sont malheureusement déjà tombées en burn-out, d'autres qui évitent de tomber dedans, et d'autres qui, voilà, très bien, ne sont pas dedans parce qu'elles ont déjà posé leurs limites et travaillé leur assertivité. Et je vois à quel point l'entraide est importante, la sororité, la solidarité. La sororité, c'est quand on est contre femmes, et puis il y a la solidarité aussi, de manière plus générale. Mais donc, le pouvoir de l'entraide, le pouvoir du groupe est ultra essentiel, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à pouvoir partager. Et j'espère que vous avez des personnes à qui vous pouvez partager, parce que c'est ultra essentiel de pouvoir partager et de s'entraider et de se soutenir mutuellement. Et donc le programme que j'ai créé, il vise justement, voilà, de prendre votre place sans vous épuiser, d'arrêter de vous excuser et de commencer à vous positionner. Ok, donc on passe à l'étape supérieure. Donc on n'est pas juste dans la prévention du burn-out, mais on se dit voilà, je vis pourquoi, qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes valeurs, et puis je me positionne. Il n'y a pas de raison à ce que d'autres personnes aient des récompenses et que moi je n'en ai pas. J'ai aussi le droit d'être valorisée, j'ai aussi le droit de viser une promotion, j'ai aussi le droit de viser d'avoir une belle carrière et d'être présente avec ma famille. Je n'ai pas à choisir entre l'un et l'autre. Et donc c'est vraiment revoir un peu aussi ses priorités et se défaire aussi de tout ce qui nous est imposé, de toutes les injonctions et toutes les attentes pour pouvoir vraiment se positionner. Ok. Et donc, le programme Lead Yourself, c'est un programme de 11 semaines qui vous permet de vous aligner, de poser votre cadre et de prendre la parole sans vous adapter à tout. Donc, c'est un accompagnement pour les femmes, pensé par les femmes, pour les femmes. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment pouvoir identifier et assumer son style de leadership unique. Chacun a un leadership, c'est pas une question de management, hein, ça j'en parle dans une autre vidéo. Mais se connaître pour pouvoir agir avec clarté, prendre la parole avec impact sans se suradapter, donc trouver son propre style de présentation. Comment est-ce que je peux parler sans être tout le temps stressé, gérer mon stress aussi. Gérer mes émotions, gérer les conflits, gérer mon énergie, gérer mon temps. Comment est-ce que je peux mieux comprendre les autres et créer des relations professionnelles et personnelles saines et durables. Et comment est-ce que je peux poser des limites sans culpabiliser, en assertivité. Et donc, si vous voudriez discuter et voir si le programme est pour vous, en fait, dans le lien, vous pouvez aller sur le site et vous cliquez sur je veux en parler, et là du coup on fait un petit call et on voit si c'est fait si c'est fait pour vous, si ça vous va. Si ça vous va pas, on se rencontrer, ce sera chouette, et si ça va, à ce moment-là on verra pour comment aller plus loin.
Alors moi, j'aimerais bien maintenant, voilà, que chacune d'entre vous puisse me mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces risques de burn-out? Est-ce que vous voyez des gens qui sont tombés dedans? Comment est-ce qu'on peut mieux prémunir ça? Comment est-ce qu'on peut mieux aider ces personnes-là? Quels mécanismes on peut mettre en place pour éviter que ça se reproduise? Et voilà, n'hésite pas évidemment à partager la vidéo et à t'abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, sur ma chaîne, tu verras d'autres conseils sur le leadership et pour voir comment est-ce que tu peux apprendre et continuer à te développer et te positionner. Merci d'être resté jusqu'au bout et à la prochaine.